Chers amis, bonjour. Je salue tous mes amis francophones qui sont les Français, les Belges, les Suisses, les Luxembourgeois, les gens de Monaco et de Québec et d'autres pays, par exemple de l'Afrique francophone, de l'Asie, de l'Amérique latine, enfin de peu importe du continent sur lequel vous vivez. Du moment où vous parlez français, vous êtes les bienvenus dans cette émission. Vous avez remarqué que depuis une semaine, j'ai relancé ma chaîne YouTube pour la partie française, parce que ma partie russe fonctionnait très bien, mais étant donné que j'étais très souvent et trop souvent peut-être pour le goût de certains sur les chaînes françaises de télévision, je faisais quasiment rien en français sur ma chaîne YouTube. Et là, j'ai lancé quelques émissions. Et ça, il paraît que ça vous a plu. Donc, on a fait une émission de questions-réponses qui a très très bien marché. Une question spéciale avec André Kozovoy, un historien qui vit à Lille, qui est auteur de plusieurs livres extraordinaires et super. Je vous le recommande très chaleureusement sur les services spéciaux et sur l'histoire de la Russie, entre autres sur Brejnev, l'ancien secrétaire général du comité central de l'Union soviétique, et puis après sur les questions de la transformation du URSS vers la Russie. J'espère que nous avons gardé contact avec André et qu'on vous proposera d'autres émissions. J'ai fait aussi une émission spéciale samedi 8 octobre sur l'explosion du pont de la Crimée. Juste une 10 minutes, mais ça vous a permis tout de suite d'avoir ma réaction au chaud, à chaud par exemple par rapport à cette explosion. Donc la preuve c'est que ça marche et ma chaîne qui compte au moment où j'enregistre cette émission 45 800 abonnés. Donc se développe. Ça veut dire qu'en une semaine, j'ai eu 2500 abonnés de plus par rapport à la semaine dernière. Donc tout va bien et c'est super. Et aujourd'hui, comme ça va être certainement notre habitude, on est dimanche 9 octobre et je vous propose la deuxième émission qui est consacrée à l'analyse de la semaine. Donc la première est apparue la semaine dernière. Il paraît que ça vous a plu. Et donc aujourd'hui, je vais parler de tout ce qui s'est passé cette semaine et de vous donner ma vision de ces événements, mon analyse et les clés de lecture de ces événements. On va commencer par les histoires qui n'ont rien à voir avec la Russie, qui sont passées en Iran, et donc c'est une histoire d'espionnage pour laquelle d'ailleurs j'étais invité sur France Info TV. C'est une histoire de deux Français qui sont retenus depuis le mois de mai en Iran. Ce sont deux syndicalistes, deux enseignants syndicalistes qui sont allés en Iran, un peu, à mon avis, d'une manière un peu, ils n'ont pas très bien réfléchi à ce qu'ils faisaient. Parce qu'à cette époque-là, il y avait les manifestations d'enseignants qui réclamaient des réformes et la revalorisation de leur salaire et appelaient la libération de leurs collègues pendant ces mobilisations. Donc en Iran et l'Iran qui est une république islamiste avec les ayatollahs et avec les gardiens islamistes qui sont au pouvoir. Donc c'est un pays très dangereux. Le Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, déconseillait fortement d'y aller. Et ces deux personnes y sont allées quand même. Donc ils ont été arrêtés. Bien évidemment, l'Iran est tombé est tombé dans le panneau et a tout de suite utilisé ces deux Français comme soi-disant espions qui étaient envoyés en Iran pour donc en fait pour déclencher le chaos et déstabiliser le pays. Bon, deux personnes qui vont déstabiliser tout un pays. Bien évidemment, c'est une exagération manifeste, mais n'empêche qu'ils ont été retenus, donc prisonniers des Iraniens depuis le mois de mai et au mois d'octobre, début octobre, il y a deux chaînes de télévision locales qui ont montré comme quoi ces deux personnes ont fait des aveux, comme quoi ils sont les agents de la DGSE, de la Direction
général des renseignements extérieurs français, c'est-à-dire le service d'espionnage. Et on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, etc., etc. Donc, comme vous le savez, en 2021, ou certains d'entre vous savent qu'en 2021, j'ai sorti le livre qui s'appelle KGB d'AGSE, deux espions face à face, avec François Varou, mon collègue de la DGSE, dans lequel on a comparé nos deux services. C'est pour ça, à ce titre d'auteur ou de co-auteur de ce livre, j'avais la légitimité d'intervenir des questions qui sont au-delà de mon domaine normal de compétences, qui sont la Russie, les services de renseignement russes et l'Ukraine et d'autres pays de l'ancienne URSS. Mais je suis aussi compétent dans tout ce qui est l'espionnage, et bien évidemment que j'ai donné ma vision. C'est que d'abord, il est très difficile de se prononcer sur un cas comme ça, lorsque vous avez des gens qui sont en geôle, qui sont en prison et qui dépendent en fait de ce que nous ailleurs, en France par exemple, prononçons sur les ondes de télé, donc ou sur les antennes des chaînes de YouTube et des chaînes de radio et de télévision. Donc c'est très compliqué parce que pour eux, ça peut signifier le danger direct pour leur vie, et donc c'est très compliqué. La chose qui me paraissait évidente, c'est que, vous savez, quand vous vous trouvez prisonnier d'un pays totalitaire, voire d'une dictature, on peut obtenir de vous n'importe quel aveu. D'ailleurs, on a connu ça du temps de Staline, pendant les purges staliniennes, où les gens s'accusaient d'être des espions. Les gens qui étaient les révolutionnaires, qui ont fait la révolution d'octobre avec Lénine, avec Trotsky et d'autres leaders de cette révolution, qui s'accusaient en réalité ou en fait de travailler pour tout un tas de services de renseignement occidentaux, allemands, américains, anglais, français, japonais et autres. Et donc bien évidemment, il y a, quand les gens sont en détention, on peut pas considérer qu'ils sont libres de ce qu'ils racontent, et bien évidemment tout ça il faut prendre avec des pincettes. Mais si ces personnes-là étaient vraiment des agents d'espionnage, il faut bien le dire aussi, parce qu'en fait les gens disaient oui, mais les espions sont préparés pour résister aux interrogatoires musclés. Et dans mon livre avec François Varou, on a consacré aussi une partie de notre livre à parler de ça, et je disais que chez nous au KGB, quand j'étais à l'école d'espionnage du KGB, on nous disait: si vous êtes dans la situation dans laquelle l'ennemi vous arrête, donc vous pouvez bien évidemment faire un maximum pour faire durer entre guillemets le plaisir et pour résister, mais de toute façon n'ayez aucune illusion, tout le monde parle, et ça dépend uniquement de la compétence de celui qui vous interroge, parce que plus il est compétent, moins vous avez de chances de résister à des tortures. Et donc, bien évidemment, si c'était vraiment le cas pour ces deux personnes, donc ça aussi, c'est compréhensible qu'ils aient parlé, parce que aucune personne ne peut résister à la torture. Bon, après, ce que je dois dire, c'est juste que les gens en fait, les Français qui pensent voyager, il y a beaucoup d'aventuriers qui pensent toujours partir de la France, partir dans le monde entier, y compris dans des pays qui sont un peu dangereux ou très dangereux. Il faut quand même réfléchir 10 fois avant de commettre ces actes irréfléchis et suivre les recommandations du Quai d'Orsay. Quand le ministère français des Affaires étrangères vous dit que tel ou tel pays est dangereux, il ne faut pas s'amuser à aller y aller dans ces pays, et donc à se mettre dans les situations dangereuses, desquelles même les autorités françaises ne sauront pas comment vous faire sortir. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette histoire d'espionnage en Iran, ou de prétendu ou de pseudo-espionnage en Iran.
Il y a un autre cas d'espionnage qui était aussi cette semaine, qui est revenu sur la scène parce que en fait c'est une histoire de la mort du philosophe et néo-nazi et nationaliste russe Dugin, Daria Dugin, qui a été assassiné dans la banlieue de Moscou. Et cette semaine, New York Times a publié un article dans lequel les services de renseignement américains pensent, selon New York Times, que des membres du gouvernement ukrainien ont approuvé un attentat près de Moscou en août dernier et Daria Dugina aurait été, enfin ils disent a été tuée par les responsables, enfin par les Ukrainiens, par les agents ukrainiens. Et tout ça est sorti dans le journal américain, donc New York Times. À mon goût, ce journal, comme d'ailleurs certains autres, entre autres Washington Post, sont devenus quasiment des vecteurs de la propagande de Poutine aux États-Unis. Et c'est très dommage parce que en fait c'est un journal très respecté, mais vu ce qu'il publie depuis quelques mois sur le conflit ukrainien, où il prend souvent la défense de Poutine de la partie russe, et souvent les articles qui sont soit accusateurs des Ukrainiens de l'Ukraine, soit très ambigus et qui sèment le doute dans les têtes des lecteurs de ces journaux. Donc ça pose un énorme problème. Pour moi, j'ai donné déjà aussi en tant qu'ancien officier supérieur du KGB, d'ailleurs le seul en France, parce que si vous en trouvez un autre, dites-le moi, parce qu'il n'y en a pas. Donc j'ai donné mon avis dans lequel je disais que c'est très probablement les Russes qui ont organisé cet attentat, puisque je vous rappelle que Daria Dugina a été tuée dans la banlieue de Moscou, très protégée, qui se trouve où se trouvent d'ailleurs les maisons de campagne, ou les datchas comme on dit en russe, des hauts dirigeants russes. D'ailleurs, la résidence de Poutine à vol d'oiseau de l'endroit où Daria Dugina a été assassinée se trouve à seulement 25 kilomètres, et de toute façon, toute cette région est absolument contrôlée par le FSB, le service de sécurité, et par la police locale. Et donc, déjà, le fait d'avoir un assassinat dans cette banlieue chic et où habitent les oligarques et les hauts responsables du régime poutinien, c'est déjà en soi un scandale pour le FSB, pour le service de sécurité, qui, dans un pays normalement constitué, aurait pu déjà entraîner la démission de M. Bortnikov, qui est le directeur du FSB. Ça n'a pas eu lieu, et donc en fait, quand New York Times a remis une couche et donc a fait revenir sur le devant de la scène cette histoire de la mort de Daria Dugina en disant que ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait, en fait c'est quelque chose qui participe à mettre un doute dans cette guerre de propagande entre les Russes, les Ukrainiens et les Américains. Parce que déjà, en fait, le truc, c'est que ce qui doit attirer notre attention, c'est que selon New York Times, c'est une source auprès des services de renseignement américains qui auraient parlé de ça. Ce qui me paraît déjà complètement aberrant, parce que d'habitude, quand il y a des gens qui sont dans le renseignement, ils parlent peu, à l'exception des gens qui n'y sont plus, comme moi par exemple. Moi, je peux m'exprimer parce que justement, je ne travaille pas dans le renseignement. Quand les gens sont actuellement dans le renseignement, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de se taire. Et donc, quand il y a une source dans le renseignement américain qui commence à parler, qui commence à faire les leaks, donc les fuites dans les médias, ça doit déjà attirer notre attention, parce qu'il y a quelque chose de pas normal dans cette histoire. Bon, maintenant on va revenir aux événements sur le front ukrainien et dans les affaires russo-ukrainiennes. Donc d'abord et avant tout, au début de la semaine, il y a eu la suite des pseudo-référendums organisés par Poutine la semaine précédente.
dans les 4 territoires partiellement occupés par la Russie, parce que je rappelle qu'aucun de ces 4 territoires, c'est-à-dire Lugansk, Donetsk, Kherson et Zaporijie, ne sont pas occupés à 100%, et que les Ukrainiens sont actuellement en train au contraire, de récupérer les territoires, notamment au nord, maintenant dans la dans la région de Lugansk, et au sud dans la région de Kherson. D'ailleurs des avancées ukrainiennes qui sont spectaculaires. Et donc Poutine puisqu'il a organisé ces pseudo-référendums, et que le 30 septembre, il a prononcé un grand discours, il a organisé une grande, vendredi 30 septembre, une grande cérémonie de reconnaissance des républiques avec un concert énorme sur la place Rouge, d'ailleurs qui était un fake, parce que les personnes qui étaient invitées sur la place Rouge, on le sait maintenant des sources sûres à Moscou, que ce sont soit les étudiants, soit les petits fonctionnaires qui étaient payés pour être là. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qu'on a retrouvées sur Internet où on voit que, en fait, la vidéo qui a circulé sur les sites de Kremlin, la vidéo officielle, qui montrait soi-disant une laisse populaire avec les hurrahs qui étaient énormes, qui répondaient à Poutine avec les applaudissements, etc., que tout était fake, parce que il y a des vidéos qui filment en direct cet événement, dans lesquels en réalité les gens s'en foutent, ils ne réagissent absolument pas aux paroles prononcées ni par Poutine ni par un animateur qui l'a suivi, et donc voilà. Mais suite à ça, bien évidemment, il y a eu toute une cérémonie et toute une procédure à organiser, et cette procédure comprenait la signature, enfin l'approbation des actes de reconnaissance de ces républiques, des accords que Poutine a signés avec les représentants fantoches de ces républiques fantoches, et donc il devait passer devant le Parlement russe, les 2 chambres, la chambre basse, la Douma, et la chambre haute, le Conseil de fédération. Donc tout ça, au début de cette semaine, a eu lieu à Moscou, et ça a été voté. Il y a eu aussi une opinion exprimée par la Cour constitutionnelle de la Russie, qui n'a trouvé rien à redire par rapport à ces pseudo-référendums, tout en sachant que quasiment rien de normal s'est passé dans ces référendums, à commencer par les 2 tiers de population ukrainienne qui ont quitté le territoire de ces régions, donc qui ne sont pas prononcées. Sur les personnes qui se sont vraiment prononcées, les chiffres qui sont donnés, les chiffres réels, c'est entre 2 et maximum 18% pour la région de Donetsk, mais à 18%, les 18% des personnes, et en plus qui ne représentent même pas la population totale de ces régions, bien évidemment, ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur juridique. D'ailleurs, les Nations Unies, tout de suite, se sont prononcés, le secrétaire général des Nations Unies, tout de suite, s'est prononcé pour dire que il ne reconnaissait absolument pas ces référendums. Il y a eu un vote le 30 septembre au Conseil de sécurité de l'ONU, pendant lequel il y a eu les 15 pays qui font partie du Conseil de sécurité, dont 5 les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc il y a eu 10 pays qui ont voté pour la résolution condamnant ces pseudo-référendums. Il y a eu 4 pays qui se sont abstenus. Parmi ces pays, c'est la Chine, l'Inde, le Brésil et le Gabon. Et enfin, il y avait le 5e pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui est la Russie, et qui a utilisé son droit de veto pour bloquer cette résolution. Et donc, maintenant, la question est, il y aura un vote devant l'Assemblée générale où il n'y a pas de droit de vote, et donc c'est la possibilité de contourner ce droit de vote qui existe au Conseil de sécurité. Donc ce vote aura lieu lundi la semaine prochaine, ou peut-être dans le courant de la semaine, et ce sera très curieux de voir qui va voter pour, contre ou s'abstenir. Ensuite, donc Poutine, une fois lorsque
ces accords ont été votés devant la Douma et devant le Conseil de fédération. Poutine les a signés, tout en sachant que la Russie ne sait même pas sur quoi elle s'est engagée, parce qu'en fait, elle n'a même pas défini les frontières des républiques ou des territoires qu'elle reconnaissait en tant que le nouveau territoire de la Fédération de Russie. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui circule actuellement à Moscou, quand on demande donnez-moi la carte de Russie, on répond en ricanant à quelle heure vous voulez la carte ou pour quelle date vous voulez la carte, parce que comme les Ukrainiens mènent une contre-offensive, donc en fait cette carte est en train de changer quasiment toutes les heures ou tous les jours. Bon, en réponse à tout ça, le président Zelensky a donné une très très bonne réponse, c'est-à-dire qu'il a dit, qu'il a demandé d'ailleurs non seulement l'entrée de l'Ukraine selon la procédure accélérée à l'OTAN, ça c'est la bonne réponse à Vladimir Poutine, qui voulait soi-disant éviter ça, et donc il a obtenu maintenant le troisième pays qui a demandé exceptionnellement et d'une manière rapide de rentrer dans l'OTAN, à part la Suède et la Finlande, aussi l'Ukraine. Et puis, le président Zelensky a prononcé quelque chose qui est super important, c'est-à-dire il a dit, dorénavant, aucun pourparler avec le président Poutine n'est plus possible pour la partie ukrainienne. Parce que Poutine n'est plus considéré par l'Ukraine comme un président légitime, n'est plus considéré comme un chef d'État, et donc il peut y avoir des pourparlers avec la Russie, mais la Russie qui aura à sa tête une autre personne que Poutine. Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de capital. D'ailleurs, de fait, les États-Unis avaient déjà la même vision, puisque le président Biden a traité Poutine à 2 reprises de criminel de guerre, et depuis le début de la guerre, n'a plus eu aucun contact avec lui directement. Après cette semaine, on a eu une réunion très importante à Prague, des pays occidentaux et autres. Et donc, il y avait déjà les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne, plus 17 pays voisins, dont le Royaume-Uni et la Turquie parmi les plus intéressants, ou par exemple l'Azerbaïdjan qui fait partie aussi de la CEI, qui est autour de la Russie de Poutine, mais qui est venu quand même à Prague pour dans le cadre de ce sommet des pays européens et voisins pour condamner pour condamner l'agression russe envers l'Ukraine et surtout pour une tentative de trouver un nouvel ordre mondial sans la Russie, ou tout nouvel ordre européen sans la Russie. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que déjà, ça suit un certain nombre de propositions, dont celle du président Macron, quand il a prononcé un discours, entre autres, à Strasbourg, et aussi dans les pays africains à partir du mois de juillet, dans lesquels il a condamné la guerre menée par Poutine comme une guerre néocolonialiste, néocoloniale, et donc il a exprimé aussi une idée comme quoi Poutine nous pousse en fait à comprendre que l'ordre mondial construit après 1945 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale ne marche plus, ne fonctionne pas, et c'est à nous de trouver peut-être les nouvelles possibilités, les nouvelles structures, les nouvelles façons de cohabiter sur cette planète sans la Russie, ou avec la Russie qui serait mis sur le banc des nations, à la marge des nations, et qui sera obligé de se plier face à cette pression internationale. Donc cette réunion était très importante, parce que en fait ça se passait la semaine où il se passait beaucoup de choses à Moscou, donc surtout l'anniversaire de Poutine qui a eu lieu le 7 octobre, et on va venir à cet anniversaire, mais avant ça, il faudrait parler aussi, il faut donner quelques mots, il faut parler de la mobilisation proclamée la semaine d'avant,
enfin proclamée le 21 septembre très exactement, donc c'est il y a 2 semaines, par Poutine. Cette mobilisation qui en réalité ne marche pas ou marche très très mal. Parce que déjà, cette mobilisation dans laquelle Poutine parlait de 300 personnes, 300 000 personnes qui devraient être mobilisées, et en réalité, il paraît qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont concernés par cette mobilisation, mais le problème, c'est que rien n'a été préparé, comme d'habitude en Russie, c'est-à-dire que Poutine a changé aussi un général à la tête du système logistique du ministère de la Défense, et en fait, ces dizaines, voire des centaines de milliers de Russes qui étaient enrôlés dans l'armée pour aller en Ukraine se trouvaient sans uniforme, sans équipement. Et ce qui se passe actuellement en Russie, c'est que ces gens-là sont quasiment obligés de s'acheter leurs propres équipements. Et cet équipement, à minima, coûte $1000 ou 1000 €, et au maximum, si on veut être correctement équipé, ça coûte 5000 €. Donc bien évidemment, ce sont les sommes qui sont très importantes pour la Russie. Pour beaucoup de familles, c'est quasiment impossible de les avoir en cash tout de suite. Donc il y a beaucoup de familles qui sont suffisamment imbéciles, voire même débiles, pour prendre des crédits pour équiper leur homme, leur papa, leur mari, leur frère, leur fils, pour aller se battre dans une guerre qui ne le concerne pas, et la plupart du temps pour être tout simplement tué parce qu'il est ni préparé ni équipé. Donc voilà comment marche cette mobilisation. Après, le ministère de la Défense, bien évidemment, lorsqu'il a proclamé, Poutine, lorsqu'il a proclamé, il a dit que ces mobilisés allaient être préparés, à être entraînés pour, bien évidemment, être prêts à combattre. Et en réalité, ce qui se passe, c'est encore un mensonge, puisque déjà, il y a plusieurs centaines, voire milliers de personnes parmi les mobilisés qui se retrouvent directement, immédiatement sur le front russe. Vous avez eu peut-être aussi sur les chaînes TV et sur les chaînes YouTube des vidéos qui circulent dans lesquelles même ces mobilisés se révoltent parce qu'ils montrent qu'ils sont mal équipés, ils ont de l'armement des Kalachnikov qui date de la Deuxième Guerre mondiale, en très mauvais état, qui sont rouillés, qui n'ont pas de munitions, qui n'ont pas d'équipement, qui n'ont pas de moyens pour se protéger, qui n'ont pas le moyen, qui n'ont pas le moyen pour éventuellement se porter secours en cas de blessure sur le front, et surtout ils n'ont aucune préparation militaire ou très très lointaine préparation militaire, et ils se retrouvent directement sur le front, et les Ukrainiens commencent déjà à diffuser les vidéos aussi dans lesquelles ils montrent soit ces personnes tuées, soit les personnes tuées ou blessées, soit les personnes qui se trouvent en fait prisonnières des Ukrainiens, et dans lesquels ils n'ont même pas eu le temps de comprendre ce qui leur passait, ils se retrouvent déjà prisonniers, et à la limite, ces personnes sont les plus chanceuses, puisque au moins elles sont bien traitées et ils sont protégés contre le commandement russe qui les oblige à se battre dans ces conditions abominables dans une guerre qui ne les concerne pas. Et d'ailleurs, les Ukrainiens, par rapport à ça, mènent une campagne d'information et de propagande aussi, qui marche très bien. Par exemple, nous avons eu un appel du ministre de la Défense ukrainien Reznikov, adressé aux militaires russes, où il leur fait comprendre, avec des paroles qui sont des paroles sans chichi, des paroles très directes, des paroles très posées, sans aucune émotion auxquelles ces gens-là sont habitués sur les chaînes de télévision de propagande russe, et donc les paroles très claires, très posées, dans lesquelles il dit que les militaires russes, de toute façon, vont perdre cette guerre, et puis, comme ils vont perdre cette guerre, ils seront mis comme les boucs émissaires par le pouvoir russe d'avoir perdu cette guerre, et donc tant qu'ils ont encore la chance, M. Reznikov leur propose tout simplement, il s'adresse aux soldats, aux officiers, mais aussi aux généraux russes, de se révolter contre le régime, ou pour le moins de se rendre en Ukraine
Et donc, on a eu aussi des cas qui ont circulé cette semaine sur les vidéos, dans lesquels on voit des Ukrainiens qui partent tout simplement avec leur équipement, avec leurs chars, avec leurs blindés, avec leurs pièces d'artillerie, qui mettent un drapeau blanc et qui se rendent aux Ukrainiens. Et comme ça, donc les Ukrainiens disent aussi, non seulement vous serez bien accueillis de l'autre côté, bien traités, avec la garantie que vous donne le droit militaire, le droit international de la guerre, mais en plus vous serez payé si vous nous rapportez vos pièces. Et il faut bien le dire que c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce que les Ukrainiens, les chiffres à la main, ont prouvé cette semaine que le premier pays fournisseur d'armes à l'Ukraine, c'est la Russie. Ce n'est même pas l'Occident, ce ne sont pas les États-Unis qui ont bien évidemment mis des milliards, donc on peut dire entre 10 milliards d'aides financières et militaires de l'Europe et presque 15 milliards déjà dépensés par les États-Unis. Eh ben, vous allez être étonné, mais le plus de blindés, de chars, de pièces d'artillerie et d'autres pièces de matériel russe, d'hélicoptères, y compris d'hélicoptères et même d'avions, ce sont les Russes eux-mêmes qui ont fourni aux Ukrainiens, soit en se retirant, en laissant ces pièces en parfait état de fonctionnement, soit quand il y a des Ukrainiens qui font les avancées et qui prennent ces pièces sur le champ de bataille. Et puis il y en a d'autres qui sont tombés en panne, mais qui servent comme pièces détachées pour réparer tout ce matériel. Et donc les Ukrainiens ont donné les chiffres comme quoi le premier fournisseur des armes à l'Ukraine et des munitions à l'Ukraine, c'est l'armée russe elle-même. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Cette semaine, on a eu le 5 octobre l'anniversaire de Ramzan Kadyrov, qui est un islamiste, qui est un djihadiste islamiste, qui est à la tête de la République de la petite République de Tchétchénie, suite à la mort de son papa, qui était collaborateur avec les Russes, donc il y a les indépendantistes tchétchènes qui l'ont tué, et c'est Ramzan Kadyrov qui a pris sa succession et qui a réussi à trouver un accord avec Poutine. Et donc, en fait, ce Kadyrov, il faudra bien rappeler pour les gens qui ne savent pas ou pas assez, que finalement, cette Tchétchénie indépendantiste, cette Tchétchénie pour laquelle Poutine disait en 2000 que les boyéviks tchétchènes, les terroristes tchétchènes, il ira les buter jusque dans les chiottes. En réalité, ces paroles-là, c'est pas les miennes, hein. Donc, n'allez pas me reprocher encore d'employer de l'argot russe, de l'argot français pour parler de Poutine. Donc, c'est Poutine qui a dit ça. En fait, c'est une expression très connue. En réalité, la Russie n'a jamais réussi à faire ça. La Russie n'a pas gagné. Contrairement à ce qu'il raconte en guerre du Tchétchénie, la Russie a signé une reddition. Et donc, suite à ça, il y a actuellement un califat islamique qui a été instauré en Tchétchénie. Cette république a quasiment une autonomie, si ce n'est pas l'indépendance de la République de Russie. Et en plus, le budget de l'État russe, c'est-à-dire les contribuables russes, payent à la Tchétchénie cette année, par exemple, 5 milliards d'euros pour le budget de cette république. Donc, la Tchétchénie a gagné cette guerre et la Russie a perdu cette guerre. Poutine a perdu cette guerre. Et donc, ce n'est pas la première guerre qu'il perd déjà. Et ce Ramzan Kadyrov, il a dans son accord avec Poutine, il a aussi une situation très particulière parce que comme Poutine lui a donné en quelque sorte en fait carte blanche en Tchétchénie, il a constitué un corps de ses gardes de corps et des militaires qui sont autour de lui, en fait des assassins, des gens qui torturent, qui menacent, qui font les pressions sur les Tchétchènes. Donc en quelque sorte, ce sont les sbires comme du temps d'Ivan le Terrible. Et donc Poutine compte sur Kadyrov au cas où Poutine serait dans la situation de difficulté.
il peut compter sur Kadyrov pour lui donner un coup de main. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kadyrov a envoyé de temps en temps quelques combattants tchétchènes sur le front en Ukraine, où d'ailleurs ils se sont révélés être piètres combattants, très peu efficaces sur un champ de bataille, où il y a eu d'ailleurs, ils ont reçu la dénomination de l'armée TikTok parce qu'ils venaient avec leur smartphone et se filmaient souvent soi-disant sur le front de guerre, mais en réalité c'était les scènes tout à fait composées, tout à fait artistiques qu'ils filmaient. Et quand ils étaient vraiment sur le front, souvent ils étaient même tués en direct avec leur TikTok, mais ils étaient très efficaces derrière les troupes russes pour faire ce que la NKVD de Staline, enfin le NKVD de Staline, c'est-à-dire le commissariat de sécurité de Staline, qui était derrière et qui menaçait les militaires qui pouvaient, par exemple, être en retraite, et donc il les menaçait de leur tirer dans le dos pour les pousser toujours de l'avant vers le front ukrainien. Et donc ce Ramzan Kadyrov, qui est un jeune, il a eu son anniversaire et il en a profité pour critiquer violemment les généraux russes qui ont bien évidemment perdu quelques batailles depuis plusieurs semaines. Je vous rappelle qu'à partir du 4 septembre, les Ukrainiens ont commencé la vraie contre-attaque au nord de l'Ukraine, dans la région de Kharkiv, où ils ont progressé d'une manière spectaculaire en libérant plusieurs milliers de kilomètres carrés de leur territoire. Et donc, Kadyrov a violemment critiqué ces généraux, tout en sachant qu'à la limite, d'une manière indirecte, il critiquait aussi Poutine, parce que ces généraux étaient bien évidemment appuyés et nommés par Poutine lui-même. Mais et donc, en fait, c'est quelque chose, c'était une provocation publique. Il y avait un autre personnage Yevgeny Prigojine, celui qui a créé la célèbre compagnie de mercenaires Wagner, qui a aussi publiquement critiqué l'armée russe, le ministre de la Défense Shoigu, l'état-major de la Russie. Et dans un pays normal, quand il y a soit un chef régional, soit un oligarque, c'est-à-dire une personne privée qui critique de telle façon le gouvernement et les représentants du ministère de la Défense, les plus hauts gradés du ministère de la Défense, cette personne aurait pu se retrouver derrière les barreaux, puisqu'il y a la loi russe qui le permet, qui permet d'emprisonner ces gens-là pour 15 ans de prison. Et ben cette fois-ci, ça n'a pas marché comme ça. Donc, malgré la publicité de cette critique, Kadyrov a annoncé pour le jour de son anniversaire que Vladimir Poutine l'a fait monter en grade militaire. Donc, il est devenu ce qu'on appelle en Russie colonel général, c'est-à-dire général 3 étoiles. C'est un grade, juste un grade avant le général d'armée, qui est le plus haut grade en temps de paix possible en Russie, parce que le grade de maréchal de Russie ne peut être octroyé que pendant la guerre, et comme je vous rappelle, Poutine officiellement ne mène pas une guerre, mais c'est juste une opération spéciale. Donc les généraux qui participent à cette opération spéciale ne peuvent pas devenir les maréchaux. Et donc Kadyrov est devenu général 3 étoiles, c'est-à-dire que Poutine, en gros, en fait, était piégé, s'est senti piégé, et donc pour ne pas perdre face à cette critique, pour montrer que ça ne le concernait pas du tout, donc il a fait monter en grade Kadyrov, et Kadyrov a très très bien réussi son coup de pression et de communication. Et bien évidemment après, Poutine a fait même mieux, puisqu'il a nommé un des généraux qui commande juste une partie du front en Ukraine. Maintenant, il a il a nommé le général Surovikin responsable de toute l'opération spéciale qui se passe en Ukraine. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a démontré que Kadyrov partiellement avait raison, ou entièrement avait raison, puisque Poutine a désavoué la direction militaire et a changé encore une fois le général qui était censé de coordonner les activités, en fait les opérations sur le front ukrainien.
Après le 7 octobre, on a attendu avec beaucoup de d'appréhension l'anniversaire de Poutine. Selon la biographie officielle, il est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, et donc cette année, il a dû fêter son 70e anniversaire, tout en sachant qu'en Russie, en fait, il circule une information qui peut paraître assez plausible et assez légitime et assez raisonnable, comme quoi en réalité son anniversaire est faux. Et donc, s'il est né le 7 octobre, ce n'est pas 1952, mais 1950, et donc il n'aurait pas 70 ans, mais 72. Il y a une journaliste polonaise qui a passé 15 ans à faire l'enquête là-dessus, qui vers 2016 a publié un livre en polonais qui n'a jamais été traduit en d'autres langues qu'en polonais, en démontrant qu'en réalité la famille de Poutine, donc la date de naissance de Poutine n'est pas la vraie, la famille qui était présentée dans les livres de Poutine n'est pas sa vraie famille, que en réalité sa maman a vécu en Sibérie, puis après a divorcé, puis après a trouvé un deuxième mari géorgien, a pris son fils, et donc ils ont vécu en Géorgie, que Poutine était un enfant maltraité par ce beau-père, et donc il y a toute une histoire qui paraît assez intéressante. Cette semaine d'ailleurs, lorsque nous avons fait avec André Kouzovoy une émission spéciale, nous avons parlé de cette histoire, et donc tous ceux qui veulent avoir un peu plus de détails, vous êtes priés de regarder cette émission spéciale. Donc Poutine, bien évidemment, devait fêter cette jubilé, mais ça s'est révélé être une piètre fête, une piètre jubilée, puisque seulement il y a les gens qui sont, il y a uniquement des dictateurs autour de lui, un tout petit peu de l'ex-URSS. En fait, il y a eu à peu près 7 ou 10 personnes seulement qui lui ont souhaité cet anniversaire, et les gens ont calculé qu'il y avait entre 2 et 5% des personnes qui ont souhaité son anniversaire il y a 10 ans, qui lui ont souhaité son anniversaire cette année. Donc c'est quand même, ça s'est passé d'une manière quand même assez minable. Bon, il y a eu la réunion des pays de CEI, cette communauté des États indépendants à Saint-Pétersbourg, qui a remplacé en partie l'ancienne URSS, mais bon, il y a plusieurs pays qui ont quitté cette organisation, dont la Géorgie par exemple, ou l'Ukraine, et même le président de Kyrgyzstan ne s'est pas déplacé à Saint-Pétersbourg pour cette cérémonie, parce que la CEI, cette petite organisation qui représente seulement la moitié des républiques de l'ancienne URSS, et comme particularité, c'est que il y a 4 composantes de cette communauté des États indépendants qui sont en guerre entre elles. Donc il y a l'Arménie et l'Azerbaïdjan, et puis il y a le Kyrgyzstan et le Tadjikistan qui sont en guerre. Donc en fait c'est une organisation qui est très bizarroïde. Loukachenko, le dictateur de Bélarus, qui est venu à Moscou, a offert à Poutine un tracteur, comme si Poutine avait besoin encore d'un tracteur, ou peut-être c'était peut-être un joli trolling de la part de Loukachenko, qui à la place, au lieu d'offrir à Poutine un char, a offert un tracteur en disant que tu feras peut-être mieux de t'occuper de l'agriculture plutôt que de la guerre. Et donc de toute façon, on a vu cette réunion à Saint-Pétersbourg. Il suffisait de regarder les visages des gens qui participaient à cette réunion, les visages fermés, il n'y avait aucune joie sur ces visages, et pourtant il s'agissait quand même d'une jubilée, surtout qu'il y a aussi Emomali Rahmon, le président de Tadjikistan, qui fêtait aussi sa fête, et donc son anniversaire. Et donc du coup, ça a été, normalement, ça aurait dû être une grande fête, mais en réalité, ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, il y a le comité Nobel en Suède, qui a fait un joli cadeau empoisonné à Poutine, c'est-à-dire qu'il a proclamé les résultats
du prix Nobel de la paix pour cette année. Et ce prix Nobel de la paix a été attribué donc à un défenseur des droits de l'homme à Biélorusse et aux deux organisations aussi de défense des droits de l'homme, une ukrainienne et l'autre russe, la fameuse organisation Mémorial, qui a été interdite par Poutine et qui, depuis plusieurs jours, est même poursuivie en Russie au sein d'une procédure pénale et aussi dépouillée de ses bâtiments qu'elle possède d'ailleurs depuis l'époque de Yeltsin. C'est une organisation qui est très très connue, c'est une organisation qui a publié énormément de documents par rapport au goulag, aux purges de Staline, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc Poutine, quand il s'est attaqué à cette organisation mémoriale, qui veut dire en russe la mémoire, en fait, c'est la volonté de bien retrouver les archives et les documents et les témoignages dans la mémoire collective de la Russie. C'est quelque chose donc de la part du comité Nobel cette reconnaissance était comme un désaveu flagrant et manifeste de Poutine le jour de son anniversaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore cette semaine il y a eu aussi un problème avec la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Encore un énorme problème puisque les Russes ont d'abord arrêté le directeur ukrainien de ces centrales, l'ont kidnappé, et puis sous la pression internationale et sous la pression bien évidemment aussi ukrainienne, ils l'ont relâché, mais il s'est passé quelque chose de très important. C'est que Poutine a signé un oukaz faisant passer la centrale de Zaporizhzhia dans la propriété d'État russe. C'est-à-dire, c'est un acte de vol, c'est un acte de banditisme international. Donc, la Russie s'est approprié ce bien appartenant à l'Ukraine. Donc Poutine a signé son oukaz et Mishustin, qui est le premier ministre de Russie, aussi a fait tout un tas de papiers pour reconnaître cette rentrée dans cette propriété ukrainienne dans le budget de l'État russe. Ça pose bien évidemment énormément de problèmes puisque d'abord c'est contraire à toutes les déclarations de Poutine avant de commencer cette guerre et au début de cette guerre quand il disait qu'il n'était pas venu en Ukraine pour conquérir les territoires ni la propriété. Donc là, ça se révèle encore des mensonges. Et puis surtout, c'est bien évidemment considéré par toute la communauté internationale comme un acte de banditisme, de terrorisme et de vol, tout simplement, de la propriété ukrainienne. Et bien évidemment, l'Ukraine a porté plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi devant l'Agence internationale à l'énergie atomique. Et donc, le directeur général de cette agence, de l'AIEA, est venu à Kiev pour regarder comment réagir, comment la communauté internationale pourrait réagir face à cet acte russe dégueulasse. Après, il y a eu tout un tas cette semaine de personnalités qui ont choqué les opinions internationales et les opinions de leur pays parce que non seulement parce que en fait ils ont commencé à faire les avocats du diable et à parler des pourparlers avec Poutine. Parmi ces personnes, celle qui nous a choqué le plus, c'est Elon Musk, donc le fameux milliardaire américain. Très moderne avec ses programmes SpaceX et Tesla, donc qui est connu dans le monde entier, qui est superbement riche, mais qui aussi avait pris au début de cette guerre la cause de l'Ukraine, puisqu'il a fourni de manière quasiment gratuite le lien via ses satellites, le lien l'internet en fait à l'Ukraine, et non seulement internet pour la population civile, mais surtout pour les militaires. Et donc, les militaires ukrainiens, depuis 2 ou 3 semaines, ont commencé à se plaindre du fait que sur les champs de bataille, sur le front ukrainien avec les Russes, ils ont commencé à avoir de plus en plus de pannes d'internet
venant d'Elon Musk, donc de son système Starlink, qui est un système par satellite, qui leur permet, y compris, de fixer les cibles côté russe et de faire la géolocalisation pour les frappes très chirurgicales d'artillerie sur le front, sur le champ de bataille. Et donc Elon Musk a fini cette semaine par dire que finalement l'Ukraine devrait rentrer dans les pourparlers, y compris en laissant le territoire de la Crimée aux Russes. Et donc ça a choqué énormément les Ukrainiens, mais aussi tous les gens qui soutiennent l'Ukraine et surtout qui se disent qu'ils sont trompés sur la personnalité d'Elon Musk, qui n'a rien compris dans le rapport des forces, et donc qui a changé de camp, est devenu en quelque sorte un traître. Et donc là, ça a marqué cette semaine, c'est quelque chose qui a marqué énormément les esprits dans le monde entier. Après, il y a eu aussi Donald Trump qui a fait la même chose, mais bon, personne ne s'étonne des frasques de Donald Trump, surtout qu'il est sur le coup des poursuites judiciaires aux États-Unis. Et bien évidemment, à chaque fois, lorsqu'il peut détourner l'attention du public américain de ce frasque judiciaire, il le fait ça, et donc il a parlé aussi de pourparler avec Poutine. Il y a aussi Angela Merkel qui a perdu une bonne occasion de se taire, l'ancienne chancelière allemande, issue d'ailleurs de la RDA communiste, qui aussi s'est rattachée à un lobby très fort pro-Poutine en Allemagne. Et finalement, la quatrième personne qui s'est prononcée aussi, qui est en vue, qui s'est prononcée dans ce sens, c'est aussi Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a proposé, qui s'est proposé comme quelqu'un qui peut être entre les Russes et les Ukrainiens pour mener de tels pourparlers. Donc voilà, mais les Ukrainiens qui actuellement sont dans la contre-offensive, sont dans la contre-offensive qui a extrêmement de succès. Donc ils sont bien évidemment actuellement contre tout pourparler, surtout que en réalité la partie russe ne parle pas de pourparler, parce que si vous considérez vraiment les Russes, ce qu'ils font sur le terrain avec les pourparlers, ce ne sont pas les pourparlers, mais ce sont les redditions, la reddition, c'est-à-dire qu'ils imposent toujours leurs conditions de reddition. Ils veulent tout simplement fixer les conquêtes territoriales obtenues face à l'Ukraine et sanctifiées en quelque sorte par la reconnaissance de ces territoires et de leur attachement à la Russie. Donc en quelque sorte, ils veulent tout simplement fixer le statu quo de la situation actuelle militaire, parce qu'ils sont très très mal, ils sont en train de perdre cette guerre, ils n'arrivent à fournir les réserves qui pourraient changer la situation, et bien évidemment la Russie actuellement est demandeuse de ces pourparlers, et l'Ukraine pas du tout. Et enfin, à la fin de cette émission, je vais vous proposer donc un événement dont j'ai parlé déjà dans une émission spéciale, mais une toute petite émission. Le samedi 8 octobre, il y a eu l'explosion sur le pont de la Crimée, et bien évidemment, c'est un événement majeur. Et il faut que je revienne sur cet événement, surtout que depuis cette émission spéciale, il y a eu quand même beaucoup plus d'informations. L'information a circulé, on a eu le temps d'analyser, on a eu de voir un tout petit peu de quoi ça parlait. Et donc, bien évidemment, là, je vous propose actuellement une analyse actualisée de ce cas. Donc je vous rappelle que le matin, vers 6 heures, autour de 6h15 du matin, heure de Kiev, il y a eu une explosion simultanée, spontanée dans deux endroits. Donc vous savez, il y a un pont qui relie le territoire russe et le territoire de la Crimée, parce que la Crimée c'est une péninsule dont la quatrième partie est donc attachée à l'Ukraine, et les trois autres parties sont dans la mer Noire et la mer d'Azov. Et bien évidemment, lorsque les Russes en
2014-2015, surtout en 2014, ont annexé la Crimée, et quand l'autre partie, qui était la partie ukrainienne, s'est trouvée fermée, les Russes se sont trouvés dans les situations dans lesquelles ils avaient du mal à approvisionner la Crimée. Donc ça a posé un énorme problème logistique. Et pour résoudre ce problème, Poutine a construit un énorme pont dans le détroit de Kertch, entre la péninsule de Kertch et la péninsule de la Crimée. Ce pont qui mesure 19 km et qui se compose en fait de deux ponts en réalité. C'est un pont automobile, autoroutier, et un pont ferroviaire. Donc le premier qui a été construit, c'était le pont automobile, qui se compose de deux parties, donc c'est 2 fois 2 voies. Et après, il y a un pont autoroutier. Donc le premier pont autoroutier a été mis en route en 2018. C'est Poutine lui-même, vous pouvez le retrouver bien évidemment sur Internet, dans les archives. C'est Poutine lui-même qui a inauguré ce pont au volant d'un grand camion 38 tonnes. Et puis après, en 2019, il y a l'autre pont qui est le pont ferroviaire qui a été inauguré aussi par Poutine, qui était aux manettes du train qui a inauguré ce pont. Et bien évidemment, ce pont qui a coûté énormément d'argent, on parle de 15 milliards d'euros pour la construction, qui a été fait à la va-vite, qui a posé énormément de problèmes de détournement de fonds et de corruption, mais néanmoins, ce pont a été inauguré. Je crois qu'en Europe, c'est le plus long pont européen. Bien évidemment, c'est un objectif stratégique pour les Ukrainiens, puisque si ce pont est coupé, la péninsule de Crimée est très très vite assoiffé et affamé, se retrouve sans ressources, puisque tout est ravitaillé depuis le territoire de Russie. Et donc, bien évidemment, ce pont représentait un enjeu majeur pour Poutine, un symbole extraordinaire, parce que c'est lui-même qui a inauguré à 2 reprises, c'est lui-même qui a mis énormément d'argent, c'est lui-même qui a dit que ce pont sera construit, et il a donné raison à ses paroles. Donc ça représentait une symbolique extrêmement forte, et que le 8 octobre, le lendemain de 70e anniversaire de Poutine, ce pont a subi une explosion dans la partie autoroutière, et aussi un incendie dans la partie ferroviaire, a bien évidemment fortement déplu à Poutine, et c'était un cadeau empoisonné pour son anniversaire. Bien évidemment, la question s'est posée, qui a fait ça? Donc d'abord les faits, donc la partie autoroutière, il y a deux petites portions de ce pont qui se sont écroulées en mer, et la troisième petite portion qui est sortie en fait de son lit sur les supports des supports qui lui servaient de lit. Donc il y a une des deux voies qui était endommagée et qui est rendue impraticable pour tout le trafic autoroutier. Deuxième partie des deux voies était légèrement endommagée, mais pas énormément, et donc ça a permis aux Russes de rétablir dans la journée du 8 octobre, de samedi 8 octobre vers la soirée, déjà la circulation dans les deux sens, mais comme il s'agit maintenant d'une voie à deux voies, d'une route à deux voies, bien évidemment, ça rétrécit énormément les circulations. En plus, il ne sait pas du tout dans quelles conditions se trouve ce pont, et donc ce qu'on regarde actuellement, c'est juste les circulations de véhicules légers, et encore par petits groupes, et donc disons, la circulation est très limitée, et ça a posé énormément de problèmes en Crimée, puisque bien évidemment tout de suite il y a eu une réaction énorme en Crimée. Tout le monde a parlé tout de suite
de pénurie de pétrole, de gasoil et de vivres qui allaient suivre. Donc les gens ont commencé, il y a une panique qui s'est installée. Il y a eu tout de suite des queues, des files d'attente kilométriques devant les stations d'essence, comme en France d'ailleurs, mais peut-être même plus. Et le problème était beaucoup plus grave qu'en France, parce qu'en France c'est juste le manque d'approvisionnement, tandis que là c'est vraiment la pénurie. En Crimée, c'est la pénurie qui se figurait, qui était attendue. Et donc les gens se sont rués aussi dans les supermarchés pour acheter tout un tas de marchandises, et donc bien évidemment il y a eu un rationnement qui était obligé d'être instauré pour répondre à ça. Après, il y a eu bien évidemment la question partiellement. Il y a eu aussi le pont ferroviaire qui était endommagé, donc il y a deux voies ferroviaires, donc il y en a une qui reste endommagée, mais sur la deuxième, apparemment les Russes ont réussi à restaurer partiellement le mouvement sur ce pont. Voilà, donc ça c'est pour les résultats. Donc finalement, il n'a pas été, il ne s'est pas écroulé. En fait, il n'a pas été coupé entièrement. Donc il y a la possibilité quand même de reprise de trafic, mais il y a quand même donc une route, une des deux routes à deux voies qui est fortement endommagée, et partiellement la voie de chemin de fer. Plusieurs versions ont circulé, et donc par rapport à ce que on a su au mois d'octobre, quand j'ai parlé dans l'émission spéciale, donc là on ne savait pas du tout. En fait, on voyait qu'il y avait un camion qui apparaissait sur une vidéo de la vidéosurveillance, et tout de suite après il y a eu l'explosion. Donc il y avait les Russes d'abord ont parlé d'ailleurs d'une voiture qui aurait explosé. Après ils ont parlé d'un camion, et le camion, l'explosion du camion reste la version officielle russe donnée par le comité des enquêtes judiciaires de la République, de la Fédération de Russie. Donc ce camion, en se servant sur les caméras de surveillance, ils ont retrouvé ce camion, ils ont reconstitué tout un itinéraire de ce camion depuis plusieurs jours. Donc ils ont trouvé qu'il appartenait à une famille qui était originaire de la région de Krasnodar, mais qui avait un nom à consonance non ethniquement russe, donc c'est une consonance plutôt islamique, et donc on peut supposer que soit il s'agit d'un tatar de la famille de tatars de Crimée, soit d'autres nationalités, enfin ethnies plutôt caucasiennes d'obédience islamiste. Et après, on a retrouvé les images de vidéosurveillance dans lesquelles on voit ce camion entrer en fait sur le pont. Il est entré donc côté russe, en se dirigeant vers le côté de la Crimée, anciennement ukrainien. Contrairement à tout ce qui était annoncé sur le pont, parce qu'en fait, ce pont, non seulement il était très protégé, mais les Russes ont construit aussi aux deux extrémités de ce pont les stations de surveillance et de contrôle qui permettaient de scanner en fait avec les rayons X n'importe quel camion, sauf que ça c'était sur le papier quand Poutine a inauguré ce pont, et quand tout ça a été présenté donc à la population de la Crimée et de la Russie, mais en réalité, bien évidemment, tout ça ne marchait pas. Il y avait la corruption, et on voit nettement ce camion qui n'est absolument pas contrôlé. Il y a juste une personne, il y a un vigile qui ouvre la porte arrière de la remorque, qui jette un regard sans regarder réellement ce qui se passe, ce qui est dedans, qui ferme la porte et qui donne le feu vert pour ce camion pour partir sur le pont. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en tout cas concernant ce camion qui est un fait, puisque nous avons la preuve visuelle de comment ça s'est passé. Et donc, en quelque sorte, si dans ce camion, il y avait vraiment de l'explosif et beaucoup d'explosifs, donc à ce moment-là, ce sont les Russes eux-mêmes qui sont responsables de ça, parce que les mesures de sécurité n'ont pas été
respectée à l'entrée et au contrôle d'entrée de ce camion sur le pont. La question est pourquoi ça n'a pas été ces consignes n'ont pas été suivies. Qui c'est qui a permis ça? Est-ce que c'est la corruption? Est-ce que c'est un acte volontaire? Est-ce que ce sont les Russes eux-mêmes qui ont organisé tout ça? Et donc, bien évidemment, cette version circule actuellement beaucoup sur les réseaux sociaux en Russie et en Ukraine, en disant qu'en réalité, bien évidemment, ce sont les Russes eux-mêmes, mais qui parmi chez les Russes? Parce qu'il faut bien le dire que en fait la sécurité de ce pont et la sécurité en général est assurée par le service qui s'appelle le FSB, le service de contre-espionnage et de sécurité de l'État, donc qui a remplacé le KGB, et ce service est dirigé par Bortnikov, Monsieur Bortnikov, et supervisé par Nikolai Patrushev, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, et par lui, Poutine lui-même, puisque tous les dirigeants des services secrets russes rapportent directement au président de ce qu'ils font. Et donc, c'est quelque chose qui est dans la responsabilité du FSB. Et bien évidemment, soit ils ont mal fait leur travail, soit ils ont carrément organisé cet attentat, puisqu'ils ont permis à ce camion avec plusieurs dizaines de kilogrammes d'explosifs, voire même peut-être plusieurs centaines de kilos d'explosifs dans ce camion, de passer sur le pont. Il circule une autre vision, comme quoi ça peut être aussi les militaires, puisque actuellement en Russie, comme je vous ai dit déjà, il y a la guerre entre l'armée et les services spéciaux. Il y a Kadyrov et Prigojine qui critiquent l'armée. Il y a les services spéciaux qui sont entre les deux et qui sont aussi tantôt accusés d'inefficacité, comme c'était au début de la guerre, lorsque soi-disant le 5e service du FSB aurait menti à Poutine sur l'Ukraine et aurait permis la défaite initiale de la Russie face à l'Ukraine. Donc en fait, vous voyez, c'est un panier de crabes. Et donc, en fait, il y a la version qui dit que ce sont peut-être les militaires qui sont en train de perdre la guerre en Ukraine, et donc qui sont accusés d'être soit les traîtres, soit des incapables, et surtout attaqués, donc bien évidemment par les services secrets, parce que c'est eux qui mènent les procès contre les militaires pour trouver les boucs émissaires. Et donc, ce seraient les militaires qui auraient organisé cette explosion pour faire porter le chapeau au FSB, c'est-à-dire au service de contre-espionnage. Donc tout ça, ça peut être parfaitement plausible. Et d'ailleurs, en Russie, face à ces versions, la version tout simplement ukrainienne, elle est quasiment la dernière. Et donc les Ukrainiens, ils se posent la question parce qu'en fait c'est un territoire russe entre le territoire, la région de Krasnodar et la presqu'île de Crimée, qui est contrôlée par les Russes. Comment les Ukrainiens auraient pu déjà faire entrer ce camion si c'est le camion, ou faire arriver cet explosif autrement. Donc personne n'a vu de missiles. Les missiles auraient été repérés d'ailleurs par la défense antiaérienne. On disait que ce pont est protégé de la mer, de l'air, de la terre, partout, avec plusieurs services de protection, y compris satellitaires. Et donc, soi-disant, c'est impossible. Mais si c'est possible, à ce moment-là, les Ukrainiens passent pour des héros, pour les gens qui sont extrêmement capables d'organiser les explosifs, les explosions. Suite d'ailleurs à l'explosion déjà sur Nord Stream, parce qu'on parle aussi que c'était peut-être les Ukrainiens qui l'ont fait ou les Américains. Après, il y avait l'assassinat de Daria Dugina qu'on reproche aux Ukrainiens, et donc les Ukrainiens finalement passent aux yeux des Russes comme des super espions, super héros qui sont capables d'organiser les explosions en Russie, dans la mer Baltique, et maintenant à la barbe de Poutine sur son pont qui représente son joyeux et son grand symbole en Ukraine. Et donc, si c'est ça, c'est pour ça d'ailleurs les Ukrainiens n'ont pas manqué à ricaner de leur côté, et en faisant un tout petit peu circuler les choses, les versions
fumeuses, comme quoi c'est peut-être eux, c'est peut-être pas eux, c'est peut-être le FSB, c'est peut-être l'armée, pour essayer de foutre le bordel aussi, il faut bien le dire, côté russe. Et c'est bien réussi, puisque quand on regarde la faisabilité technique de ces explosions, ça laisse quand même énormément de questions, parce que bien évidemment la première vidéo qui a circulé, c'est une vidéo de vidéosurveillance. D'ailleurs, on se pose la question comment on s'est retrouvé sur le net, puisque les seules personnes qui possèdent accès à cette vidéo, ce sont les gens du FSB. Donc ça veut dire qu'ils ont organisé eux-mêmes les fuites dans les médias. Donc sur cette vidéo qui est une vidéo latérale, on voit le camion passer devant la caméra de surveillance, et puis après il y a une explosion. Mais et en fait, on voit pas exactement si c'est le camion vraiment qui explose ou qu'il est recouvert par l'explosion qui vient d'ailleurs. Mais on voit quand même sur cette vidéo qui parle du point de vue latéral, on voit un camion qui est passé et être plus ou moins au moment où ça passe, en quelque sorte lié à cette explosion. Mais bien évidemment, les gens ont fait l'arrêt sur l'image et ils ont remarqué que sur la même caméra, puisqu'elle est quand même, elle a un angle assez large, on voit quand même la mer qui est en dessous de ce pont, et on a l'impression qu'il y a un bateau ou un petit bateau qui passe en même temps en bas. Et donc du coup, on a parlé tout de suite d'une possibilité d'avoir soit un drone, soit un Zodiac qui était en bas et qui a explosé d'en bas. Donc ça, c'est déjà la première contradiction avec la version officielle de ce camion qui est apparue. Il y a une deuxième vidéo qui est encore plus intéressante qui est apparue, qui montre en fait ce pont tout le long, et on voit en fait les deux voies devant nous, et on voit ce prétendu camion être sur la voie de droite, et l'explosion quand elle survient, ce qu'on remarque, c'est que le camion lui-même, il ne saute pas. Il y a les feux arrière de ce camion qui ne bougent absolument pas, et on a l'impression qu'il continue toujours à avancer, et que l'explosion vient de sa droite, et en fait qui est d'en bas, et donc se passe quelque part en bas du pont, et venant de la droite. Et d'ailleurs, disons l'analyse des résultats de cette explosion, maintenant qu'on peut voir sur toutes les photos et sur toutes les vidéos, c'est qu'en fait il y a les trois portions de ce pont qui se sont écroulées. Et donc, à aucun moment sur ces trois portions, lorsqu'on a des vidéos ou des photos rapprochées, on voit pas de traces d'explosion. Et en plus, les gens qui sont les artificiers, qui sont les spécialistes des explosions, ils nous ont dit que quand il y a une explosion sur la surface, en général, la surface ne souffre absolument pas d'explosion parce que toute l'énergie de l'explosion part en fait en haut et sur les parties. Donc, en fait, pour percer vraiment la surface, il faut faire une explosion très particulière, il faut creuser, ou il faut la diriger vraiment vers le bas, ce qui est très difficile dans un camion qui roule. Et donc, et d'ailleurs, en fait, l'explosion, on voit tout de suite qu'elle est quand même dans l'air, elle prend quand même beaucoup de volume tout de suite autour, soi-disant, de ce camion. Et puis surtout, on voit nettement que la partie gauche, en fait, la deuxième route à deux voies, n'est quasiment pas touchée, et c'est bizarre. Parce que si c'était un camion, ça aurait dû endommager autant la partie qui est à gauche, et donc les deux routes à deux voies auraient dû être touchées. Et ce n'est pas le cas. Et puis de toute façon, donc ce camion on l'a pas retrouvé, on n'a pas retrouvé des traces, donc je sais pas, il est tombé en mer. On a recueilli en fait au niveau de pertes humaines, ça a donné quasiment personne. Il y a eu 3 personnes tuées au moment où je vous parle, donc on a repêché 2 corps d'hommes et une femme, et puis soi-disant ce fameux chauffeur de camion, je ne sais pas si on l'a repêché ou pas. Ici ce camion se trouve toujours dans la mer.
Voilà. Mais de toute façon, ça laisse toute cette histoire laisse actuellement au deuxième jour de l'enquête laisse autant de questions, voire même plus de questions. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, toutes les versions sont contre Poutine, parce que soit les Ukrainiens sont super efficaces, ils organisent une explosion chez les Russes, soit il y a les Russes eux-mêmes qui organisent cette explosion, et à ce moment-là, il y a un problème pour les Russes. Et de toute façon, si ce sont les Ukrainiens qui l'ont organisé, les Russes sont, le camion est venu de Russie, il a passé tout un tas de contrôles qui sont révélés complètement inefficaces, et toute la défense de ce pont s'est révélée complètement inefficace. Donc tout va très très mal pour Poutine. Et en plus, le deuxième point avec ce pont, c'est que ce pont qui a été certifié, il y a Peskov, le porte-parole de Kremlin, qui a certifié au nom de Vladimir Poutine et au nom de la présidence de Russie que ce pont était increvable, que ce pont était super efficace, super solide, et qui pouvait être, en fait, on donnait une garantie de 100 ans de l'existence de ce pont. Et on voit qu'en réalité, une petite explosion a endommagé très sérieusement ce pont. Ça veut dire que certainement il y aura un problème aussi de corruption dans la construction de ce pont. Voilà. Donc tout ça, c'est pas fini. On va encore suivre cette histoire certainement, mais donc ça là-dessus je voudrais finir mon analyse de cette semaine, de la semaine du 3 au 9 octobre, et donc je vous remercie pour votre attention, et à la prochaine fois dimanche prochain.